Je m'appelle Thomas et j'ai appris que rentrer chez soi de manière inattendue et sans prévenir peut révéler des vérités que l'on n'aurait jamais découvertes autrement. Et que parfois, la pire des trahisons est aussi le cadeau le plus clair, vous montrant exactement qui est une personne avant de vous lier légalement à elle pour toujours, comme par le mariage ou le Pacs. J'étais en couple avec Chloé depuis 4 ans quand je suis rentré à cause d'un vol annulé à 3 heures du matin pour trouver un autre m'ouvrant ma porte et appelant ma fiancée. Pendant des années, je pensais que nous construisions notre avenir vers le mariage et une vraie vie de couple, mais il s'est avéré qu'elle contenait des secrets et des trahisons auxquels j'avais été complètement aveugle. Si vous aimez ce genre d'histoire, prenez un instant pour cliquer sur le bouton j'aime et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez, faisons un peu connaissance. Maintenant, retour à l'histoire. Nous nous sommes rencontrés alors que nous vivions tous les deux à Lyon et que nous avions de bons postes en entreprise. J'étais consultant en stratégie d'entreprise, voyageant fréquemment pour conseiller des clients à travers toute la région Auvergne-Rhône-Alpes et dans le reste de la France. Chloé travaillait dans les ressources humaines pour un grand groupe pharmaceutique de la région. Nous nous étions rencontrés via une application de rencontre, l'alchimie a été immédiate et nous avons commencé à nous fréquenter sérieusement en l'espace de quelques semaines. La relation avait progressé naturellement en suivant les étapes habituelles, nous sommes devenus exclusifs au bout de quelques mois, nous nous sommes dit je t'aime vers 6 mois, et nous avons présenté nos familles respectives. Au bout d'environ 2 ans, nous avons commencé à parler de nous installer ensemble. Mon travail de consultant impliquait que je voyageais souvent. Être absent si fréquemment rendait l'entretien d'une relation difficile. Nous avons pensé que vivre sous le même toit nous aiderait à rester proches malgré mon emploi du temps très chargé. J'ai trouvé un bel appartement de 3 pièces dans le très chic 6e arrondissement de Lyon, j'ai signé le bail à mon seul nom puisque mes revenus étaient plus élevés et mon dossier plus solide, nous avons emménagé ensemble et nous nous sommes installés dans notre vie de concubinage. Cet arrangement a très bien fonctionné au début. Quand j'étais à la maison, nous passions des moments de qualité ensemble. Quand je voyageais, Chloé avait l'appartement pour elle toute seule. Nous avons géré la logistique de l'espace partagé et de nos emplois du temps sans le moindre conflit majeur. Vers la 3e année, je l'ai demandé en mariage et Chloé a dit oui avec grand enthousiasme. Nous étions tous les deux ravis de nous marier et d'officialiser notre union. Nous avons immédiatement commencé à planifier le mariage. Chloé voulait un grand événement majestueux avec un magnifique domaine dans le Beaujolais, une très longue liste d'invités et toutes les traditions classiques. Nous avons fixé la date du mariage à environ 10 mois plus tard pour nous laisser le temps de tout organiser et de mettre de l'argent de côté. Notre relation pendant nos fiançailles n'était pas parfaite. Nous avions de temps en temps des disputes comme n'importe quel couple, des désaccords sur les détails du mariage, les finances ou la répartition des tâches ménagères. Rien de tout cela ne semblait catastrophique, c'était juste les frictions habituelles de la vie à deux. Environ 6 mois après nos fiançailles, Chloé a commencé à se plaindre de plus en plus fréquemment de son travail. Elle disait qu'elle était sous-payée et surmenée. Selon elle, l'entreprise ne valorisait pas ses efforts et le stress affectait gravement sa santé mentale et physique. Elle parlait souvent de démissionner. Je l'encourageais à chercher de meilleures opportunités tout en gardant son poste actuel, le conseil classique de ne pas quitter un CDI avant d'avoir trouvé le suivant. Mais un jour, Chloé est rentrée à la maison et m'a annoncé qu'elle avait quitté son emploi. Elle m'a dit qu'elle était entrée dans le bureau de son directeur et avait posé sa démission avec effet immédiat, sans aucun plan de secours ni promesse d'embauche ailleurs. J'ai été surpris mais j'ai essayé de la soutenir. Je lui ai demandé ce qu'elle comptait faire pour retrouver du travail. Elle a répondu qu'elle avait besoin de temps pour décompresser de cet environnement toxique, et qu'elle commencerait à chercher après quelques semaines de repos. Ces quelques semaines se sont transformées en mois. Chloé postulait de temps en temps à des offres sur Internet, mais sans urgence ni véritable effort. Elle disait que le marché du travail était bouché ou que les postes disponibles ne lui convenaient pas vraiment. Pendant ce temps, je couvrais absolument toutes nos dépenses, le loyer, l'électricité, les courses au supermarché, absolument tout. Mon salaire de consultant était suffisant pour nous faire vivre tous les deux très confortablement, mais cela a considérablement modifié la dynamique de notre couple. Je suis devenu le seul à ramener de l'argent à la maison. Chloé est devenue financièrement dépendante de moi. Je ne me plaignais pas de subvenir à ses besoins financièrement. Je me disais qu'elle finirait bien par trouver du travail, que ce n'était que temporaire, et que nous recommencerions à contribuer tous les deux au foyer une fois qu'elle serait de nouveau salariée. Environ 4 mois après que Chloé ait quitté son travail, j'avais un déplacement professionnel prévu, une mission de routine chez un client à Bordeaux.
Je devais partir environ 4 jours pour animer des ateliers et des réunions de stratégie. Ce voyage s'est décidé avec un préavis relativement court, comme c'était souvent le cas dans le conseil. J'ai donné mes dates à Chloé. Elle semblait très bien le prendre. Nous avions déjà géré des dizaines de mes déplacements professionnels au cours des 4 années que nous avions passées ensemble. Ce n'était qu'un voyage de plus. Le matin de mon départ, tout semblait normal. Nous avons pris notre petit déjeuner ensemble. Elle m'a embrassé pour me dire au revoir quand je suis parti au bureau. J'ai fait ma journée de travail complète, je suis rentré pour faire ma valise, puis je me suis dirigé vers l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry vers 20h30 pour un vol prévu à 22h. Je suis arrivé à l'aéroport largement à l'avance, je me suis enregistré, j'ai passé les contrôles de sécurité, j'ai trouvé ma porte d'embarquement et je me suis installé pour attendre l'embarquement. L'heure du départ est arrivée et passée. La compagnie aérienne a annoncé un retard dû à un problème technique qui prendrait environ 1 heure à résoudre. Cette heure s'est transformée en 2 heures, puis en 3. La compagnie n'arrêtait pas d'annoncer des retards par tranche de 30 minutes, insistant sans cesse sur le fait que le vol partirait bientôt. Je n'ai pas tenu Chloé au courant de ces retards. Il était déjà plus de 23 heures à ce moment-là. Elle était probablement déjà endormie. Il n'y avait aucune raison de lui envoyer un SMS concernant des retards de vol auxquels elle ne pouvait absolument rien faire. Vers 1h30 du matin, la compagnie a finalement annoncé que le vol était purement et simplement annulé. Le problème technique n'avait pas pu être résolu. Ils allaient replacer tous les passagers sur des vols le lendemain. Je suis allé au comptoir du service client et j'ai obtenu une place sur un vol à 11h le lendemain matin. J'ai envisagé de rester à l'aéroport, mais cela signifiait rester assis sur des sièges inconfortables pendant 9 heures. Alors, j'ai décidé de rentrer chez moi à la place. Je pourrais dormir dans mon propre lit pendant quelques heures, prendre une bonne douche, me changer, puis retourner à l'aéroport le matin. J'ai commandé un VTC pour rentrer à l'appartement, je suis arrivé vers 3 heures du matin, m'attendant à trouver l'appartement plongé dans le noir et Chloé profondément endormie. Au lieu de cela, j'ai remarqué de la lumière sous notre porte en m'approchant sur le palier. C'était comme si quelqu'un avait laissé une lampe allumée, inhabituel mais pas de quoi s'alarmer. Peut-être que Chloé s'était endormie en regardant la télévision. J'ai frappé doucement plutôt que d'utiliser ma clé, je ne voulais pas l'effrayer en entrant à l'improviste si elle était éveillée. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé au ralenti bien que cela n'ait duré que quelques secondes. La porte s'est ouverte. Un homme se tenait là, torse nu, ne portant qu'un caleçon, les cheveux en bataille, l'air confus quant à savoir qui pouvait bien frapper à 3 heures du matin. Il m'a regardé debout dans le couloir, il ne m'a pas reconnu, ne comprenait pas qui j'étais ni ce que je faisais là. Il a tourné la tête vers l'intérieur de l'appartement et a crié « bébé, il y a quelqu'un ». L'intimité désinvolte de ce mot « bébé », crié dans mon propre appartement à l'attention de ma fiancée. Le temps s'est arrêté. Mon cerveau essayait de traiter ce qui se passait. Cet homme à moitié nu est chez moi en train d'appeler Chloé bébé à 3 heures du matin. La voix de Chloé est venue de la chambre, endormie et agacée, disant à la personne à la porte qu'elle dormait et qu'il n'avait qu'à s'en occuper. L'homme s'est tourné vers moi, sur le point de dire quelque chose, peut-être pour me demander qui j'étais ou ce que je voulais. Je l'ai poussé fermement sur le côté et je me suis dirigé directement vers la chambre d'où la voix de Chloé venait de résonner. Elle était dans notre lit que j'avais payé pour l'appartement, elle était maintenant assise, serrant le drap contre sa poitrine, les cheveux ébouriffés, les yeux écarquillés par le choc en me voyant debout dans l'encadrement de la porte. La reconnaissance et la panique ont traversé son visage simultanément. Sa bouche s'est ouverte, s'est refermée, s'est rouverte. Elle a dit que ce n'était pas ce que je croyais, qu'elle pouvait tout m'expliquer. Ces phrases classiques que les gens sortent quand ils sont pris en flagrant délit dans des situations totalement inexcusables. Je suis resté là avec l'impression de regarder tout cela arriver à quelqu'un d'autre, comme si j'étais sorti de mon propre corps pour observer la scène à distance. L'homme m'avait suivi jusqu'à la chambre. Il était maintenant derrière moi en train d'essayer de comprendre ce qui se passait, réalisant lentement que je n'étais pas un voisin ou un ami, que j'étais quelqu'un qui avait les clés de cet appartement et une très bonne raison d'être choqué par sa présence. Il a commencé à ramasser ses vêtements, son pantalon jeté sur une chaise, sa chemise par terre, s'agitant dans une bousculade paniquée pour s'habiller au plus vite et déguerpir. J'ai bloqué la porte, je lui ai dit qu'il n'allait nulle part pour le moment, qu'il allait partir mais selon mes conditions, et pas les siennes. Chloé n'arrêtait pas de supplier,
me demandant d'attendre, disant qu'elle pouvait tout expliquer si j'acceptais juste de l'écouter, que ce n'était pas ce que ça en avait l'air, alors que c'était très exactement ce que ça en avait l'air. Je sentais la rage monter en moi. Je sentais la trahison m'écraser la poitrine. Je ressentais aussi un engourdissement écrasant sous cette colère, comme si mes émotions ne parvenaient pas à digérer totalement ce qui était en train de se produire. L'homme a dit qu'il ne savait pas ou qu'il n'avait aucune idée de mon existence, affirmant que Chloé lui avait assuré qu'elle vivait seule, et qu'il n'aurait jamais mis les pieds ici s'il avait su qu'elle avait un petit ami ou un fiancé. J'ai regardé Chloé. Elle pleurait à chaudes larmes maintenant, serrant toujours le drap contre elle, essayant encore de trouver des mots qui feraient de cette situation autre chose que ce qu'elle était à l'évidence. Je leur ai dit à tous les deux de dégager sur le champ, mais quand l'homme a essayé d'attraper ses vêtements à nouveau, je lui ai ordonné de quitter l'appartement sans ses affaires. Il a essayé de protester mais il a vu la fureur noire sur mon visage, puis il a quitté l'immeuble vêtu de son seul caleçon. Chloé a protesté à son tour, disant qu'elle habitait ici et que c'était chez elle aussi, que je ne pouvais pas simplement la mettre à la porte en plein milieu de la nuit. Je lui ai répondu que j'en avais tout à fait le droit, que seul mon nom figurait sur le bail de location, qu'elle vivait ici en tant que mon invitée, et que ses privilèges d'invité étaient révoqués avec effet immédiat. Elle a essayé de me raisonner, elle a dit qu'il fallait qu'on en discute comme des adultes. Que la jeter dehors ne résoudrait rien du tout. Que j'aggravais la situation en réagissant sous le coup de l'émotion. J'ai ignoré ces belles paroles, je suis allé jusqu'au placard, j'ai attrapé quelques vêtements à elle, je les lui ai jetés au visage et je lui ai dit de s'habiller et de filer ou j'appelais immédiatement la police pour la faire expulser pour violation de domicile. L'homme était déjà parti. Il avait fui l'appartement dès qu'il en avait eu l'occasion et était probablement terrorisé à l'idée d'une altercation ou de l'intervention de la police. Chloé s'est habillée lentement, pleurant toujours et insistant sur le fait qu'elle pouvait s'expliquer si j'acceptais de me calmer et d'écouter. Je me suis tenu près de la porte d'entrée, je l'ai tenue grande ouverte et je lui ai ordonné de partir. Elle a marché jusqu'à la porte, puis s'est arrêtée. Elle s'est tournée pour me faire face, a commencé à me dire qu'elle était désolée, qu'elle avait fait une terrible erreur, qu'elle m'aimait et qu'elle ne voulait pas me perdre. Je me suis écarté pour qu'elle puisse sortir sans même daigner répondre à la moindre de ses paroles. Elle a avancé dans le couloir de l'immeuble, elle est restée là à me regarder, le mascara coulant sur ses joues, les vêtements froissés, l'air complètement perdu et désespéré. J'ai claqué la porte, je l'ai verrouillée et je suis resté là un instant avec ma main posée sur la porte, sentant mon cœur battre la chamade. Puis je me suis dirigé vers le canapé du salon et je me suis assis dans l'obscurité de l'appartement au petit matin, essayant de digérer le fait que ma relation de 4 ans et mes fiançailles venaient tout juste d'imploser en l'espace de seulement 10 minutes. Je suis resté prostré là jusqu'au lever du soleil car je n'arrivais pas à trouver le sommeil et je ne pouvais m'empêcher de me repasser le film en boucle. J'ai consulté mon téléphone vers 6 heures du matin. J'avais des dizaines d'appels en absence et de SMS de Chloé ayant commencé à peu près au moment où elle avait dû quitter l'immeuble. Ces messages disaient qu'elle avait un besoin urgent de me parler, que je devais la laisser s'expliquer, que ce n'était pas ce que ça semblait être, qu'elle m'aimait et que nous pourrions surmonter cette épreuve ensemble. Je les ai tous effacés sans même en lire la majeure partie. Je ne pouvais pas supporter de la regarder en photo ni de lire quoi que ce soit venant d'elle en ce moment précis. Vers 8 heures du matin, j'ai appelé un serrurier et je lui ai expliqué que j'avais besoin de faire changer mes serrures immédiatement, qu'il s'agissait d'une situation d'urgence. Le serrurier est arrivé dans l'heure, il a remplacé toutes les serrures de la porte de mon appartement et m'a remis de nouvelles clés. Je l'ai payé et je me suis senti légèrement plus en sécurité en sachant que Chloé ne pourrait plus s'introduire chez moi. J'ai dû partir pour l'aéroport peu de temps après pour attraper mon vol de remplacement de 11 heures pour ce fameux déplacement professionnel pour lequel je devais déjà voyager la veille au soir, à l'époque où ma vie était encore complètement différente. Les appels et les messages de Chloé ont continué d'affluer pendant que l'on me conduisait à l'aéroport. J'ai mis mon téléphone sur silencieux. Je ne pouvais absolument pas gérer ces tentatives de contact alors que j'essayais de rester suffisamment rationnel pour pouvoir voyager et travailler. Les 4 jours pendant lesquels je suis parti pour ma mission chez ce client ont été totalement surréalistes. Je devais me présenter et animer des ateliers et des réunions de stratégie tout en me sentant littéralement anéanti de l'intérieur. Quand je regardais mon téléphone pendant les pauses, je voyais encore plus de messages de Chloé. Il y avait de longs textes qui alternaient entre des excuses, des explications, des supplications et des justifications. J'ai vu des messages de sa meilleure amie aussi, me disant que c'était une énorme erreur et que Chloé était totalement dévastée, que je devais au moins l'écouter avant de prendre des décisions irréversibles. Je n'ai répondu à rien de tout cela.
Je me suis uniquement concentré sur le fait de survivre à chaque journée de travail de ce déplacement, de conserver suffisamment de sang-froid professionnel pour faire mon métier correctement. Et de ne pas m'effondrer complètement jusqu'à ce que je puisse rentrer chez moi et gérer cela dans l'intimité. Pendant ce voyage de 4 jours, j'ai pris des décisions claires sur ce qui allait se passer à mon retour. Je savais que je ne pouvais plus voir Chloé, que je ne pourrais pas avoir de discussion avec elle, que je ne pourrais pas écouter des explications ou des excuses qui ne changeraient strictement rien à ce qui s'était passé. J'ai décidé que j'allais emballer ses affaires et les lui laisser à disposition pour qu'elle vienne les récupérer, et que je mettrais un terme à tout cela par message et par des actes plutôt que par la discussion. J'ai pris l'avion pour rentrer, émotionnellement épuisé mais déterminé, et je suis arrivé à Lyon tard dans la soirée. Je suis retourné dans l'appartement qui me semblait désormais bien différent, comme souillé par ce qui s'y était déroulé. J'ai passé la journée suivante à mettre dans des cartons toutes les affaires de Chloé, ses vêtements, ses produits de beauté, ses effets personnels, tout ce qui lui appartenait. J'ai tout emballé soigneusement dans des cartons et des sacs, j'ai tout transporté dehors et j'ai empilé le tout près de l'entrée de notre immeuble. Je lui ai envoyé un seul et unique texto très bref, « Tes affaires sont devant l'immeuble. Viens les récupérer aujourd'hui. » Puis je suis parti. Je suis allé m'installer dans un café et j'y suis resté pendant des heures. Je ne voulais pas être présent lorsqu'elle viendrait ramasser ses affaires et je ne voulais pas prendre le risque de croiser son regard ou de me laisser entraîner dans une conversation. Chloé a répondu instantanément au texto, de multiples messages disant que nous devions d'abord discuter, qu'elle ne pouvait pas simplement ramasser ses affaires et disparaître de ma vie comme ça, que je lui devais au moins une conversation après nos 4 années passées ensemble. Je n'ai pas daigné répondre. Je suis resté au café jusqu'à la tombée de la nuit, puis j'ai roulé en voiture sans but précis pendant encore une bonne heure. Puis je suis finalement rentré à l'appartement en pleine nuit, quand j'ai eu la certitude qu'elle était venue récupérer ses affaires. Ses affaires avaient disparu de l'endroit où je les avais déposées. Elle était venue et avait tout pris. J'avais encore des dizaines d'autres SMS non lus, des notes vocales et des appels manqués, tous cherchant à me faire réagir, à me forcer à lui parler, à lui donner une chance de s'expliquer, de s'excuser ou de réparer tout cela d'une manière ou d'une autre. Je suis entré dans mon appartement en réalisant de toutes mes forces que la relation était véritablement terminée, que tout ce vers quoi nous avions voulu tendre était ruiné. J'ai ressenti un chagrin profond mêlé à de la colère et au soulagement. Le deuil de la perte de ce que je croyais que nous avions, la colère face à cette trahison, et le soulagement d'avoir découvert cela avant que l'on ne se marie plutôt qu'après. Les semaines et les mois qui ont suivi ont été particulièrement difficiles. J'ai dû surmonter le traumatisme émotionnel de cette fameuse nuit, et l'horrible prise de conscience de la façon dont j'avais été intégralement trompé. J'ai commencé à remettre en question absolument tous les aspects de notre relation. Y avait-il eu des signaux que j'avais manqués? Depuis combien de temps cela durait-il? M'avait-elle trompé pendant tout le temps où nous avions vécu ensemble ou était-ce récent? Je me suis torturé l'esprit avec d'innombrables questions auxquelles je n'aurais sans doute jamais de réponse. J'ai vite compris que je ne connaîtrais probablement jamais toute la vérité sur le moment, le comment ou même le pourquoi de sa trahison. Je sais parfaitement que j'aurais beaucoup de mal à faire confiance à qui que ce soit à l'avenir. Je ne pouvais même pas m'imaginer faire assez confiance à quelqu'un au point d'être de nouveau vulnérable. Après un certain temps, j'ai décidé de consulter un thérapeute pour tout digérer. Mon psychologue m'a aidé à surmonter cette infidélité sans devenir aigri ni me fermer définitivement aux autres. Mon thérapeute m'a aidé à comprendre que les choix de Chloé reflétaient uniquement son propre caractère, et non ma valeur personnelle. Que je n'avais rien fait pour mériter ou pour causer son infidélité. Que je pourrais guérir et finir par refaire confiance un jour, même si cela me semblait totalement inconcevable dans les premiers temps. Chloé a continué à essayer de me contacter pendant de longs mois. Ses messages sont devenus moins fréquents avec le temps, mais ils n'ont jamais vraiment cessé. Je recevais des petits textes pendant les fêtes ou le jour de ce qui aurait dû être notre anniversaire. C'étaient des tentatives de maintenir un certain lien, alors que je lui avais fait comprendre par mon silence que je n'en voulais aucun. Je n'ai jamais répondu à aucun de ces messages parce que j'avais déjà dit tout ce que j'avais à dire en emballant ses affaires et en lui envoyant cet unique texto. Il n'y avait plus rien d'autre à communiquer. 3 ans après être rentré chez moi pour trouver un autre homme dans mon appartement, je comprends tout avec beaucoup plus de clarté. J'ai appris que les vols annulés et les retours inattendus peuvent révéler des vérités que vous n'auriez jamais découvertes autrement. Si mon vol n'avait pas été annulé, je n'aurais probablement jamais rien su de la tromperie de Chloé. J'aurais continué à organiser un mariage avec une personne qui me trahissait en secret.
J'ai appris que la dépendance financière peut favoriser les mauvais comportements. Le fait que Chloé ait quitté son travail et soit devenue entièrement dépendante de mes revenus avait créé une dynamique dans laquelle elle se sentait en droit de profiter de tout ce que je lui fournissais, tout en ne donnant rien en retour, y compris la fidélité la plus basique. J'ai appris que le traumatisme lié à la trahison affecte votre capacité à faire confiance de façon durable, bien longtemps après la fin de la relation. 3 ans plus tard, il m'arrive encore parfois de lutter contre la paranoïa ou la suspicion, même si la plupart des gens méritent le bénéfice du doute. J'ai appris que le silence peut être la réponse la plus puissante face à quelqu'un qui cherche l'affrontement. Que Chloé aurait voulu une conversation, des explications, une dispute, n'importe quoi qui m'aurait permis de rester connecté à elle. Mon silence a été le signal le plus clair pour lui faire comprendre que c'était bel et bien fini. Et surtout, j'ai appris que découvrir une trahison avant le mariage est un véritable cadeau, même quand cela fait l'effet d'un coup de poignard. Que, malgré la douleur de cette nuit-là, cela m'a sauvé de bien pire, de me marier avec une personne indigne de confiance, d'avoir potentiellement des enfants avec elle, et de m'investir encore des années avant le naufrage inévitable. Vous pensez peut-être que j'aurais dû écouter les explications de Chloé, que j'aurais dû l'entendre avant de prendre des décisions irréversibles, que j'aurais dû me demander si la relation pouvait être sauvée, mais je ne suis pas d'accord. Aucune explication ne rendrait acceptable le fait de trouver un autre homme dans mon lit. Aucune histoire ne pourrait jamais transformer une trahison en un acte pardonnable. Elle a fait venir quelqu'un chez moi pendant que je voyageais pour mon travail afin de gagner l'argent qui nous faisait vivre tous les deux. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix, une longue série de choix même, qui ont tous démontré exactement qui elle était et le peu de valeur qu'elle accordait à notre couple. Je ne sais pas si je pourrai un jour faire de nouveau totalement confiance à quelqu'un de la même manière dont j'ai fait confiance à Chloé, mais je travaille à construire un autre type de confiance, plus prudente mais aussi plus réaliste. Basée sur un comportement constant dans le temps plutôt que sur de simples suppositions et de l'espoir, c'est ce à quoi j'ai survécu et je suis toujours là, toujours en train de guérir et toujours en train d'avancer. Je n'y suis pas encore tout à fait arrivé mais je m'en rapproche chaque jour et cela suffit. C'est même l'essentiel.